Merci Fabrizio. Donc, je suis heureux d'abord d'accueillir deux entreprises signataires de cet accord franco-italien, Italgas et GRDF, qui montrent la vitalité de la coopération énergétique entre les deux pays. Je suis heureux aussi d'accueillir Adamo Scranchi, qui lui est une illustration du côté franco-italien, parce qu'il est franco-italien. Alors, il travaille, il va vous expliquer, il travaille pour une entreprise qui n'est pas franco-italienne, mais qui est allemande. Mais il a néanmoins une excuse, c'est que la technologie qu'il met en œuvre est une technologie italienne, avec une magnifique entreprise italienne qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui est présente via ThyssenKrupp. Adamo, je te laisserai présenter ce que vous faites. Et puis, nous avons un autre exemple vivant de collaboration franco-italienne avec un opérateur de réseau pas encore très connu, avec une nouvelle marque qui s'appelle Terega, ex-TIGF, qui opère les réseaux de gaz dans le sud-ouest de la France et qui est une entreprise donc affiliée au groupe Snam. Et donc, très content, Roberto, de vous accueillir dans cette table ronde. Alors, je vais commencer de manière un petit peu provocante pour vous parler du paradoxe du gaz. C'est quoi le paradoxe du gaz ? Le gaz, alors il se trouve que moi, pour ce qui me concerne, je suis quelqu'un qui vient du monde du solaire et qui est passé 3 ans au comité exécutif d'un groupe gazier, donc quelque part, je suis un peu métissé, si je puis dire. Et le gaz, c'est quelque chose d'incroyable quand on y réfléchit. Imaginez une énergie dont le coût de transport, la molécule de gaz, soit 10 fois inférieur à celle du coût de transport de l'électron. Alors, ce n'est pas pour critiquer l'électron, mais enfin bon, c'est un fait. Transporter du gaz, ça coûte beaucoup moins cher. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que lorsqu'on parle d'interconnexion, alors je ne sais pas exactement quelles sont les interconnexions entre la France et l'Italie, mais ce que je sais, c'est que entre la France et l'Allemagne, il y a une interconnexion gaz qui est de 28 gigawatts, ce qui est plus de 20 fois ce qu'il y a en interconnexion électrique. Donc on a des réseaux gaz qui permettent des choses absolument incroyables. L'autre chose que permet le gaz de manière incroyable aussi, c'est le stockage. Et il y a quelque chose, pour être franc, que je trouve assez impropre, c'est on parle de stockage d'électricité, mais on ne stocke pas l'électricité. La capacité de stockage totale en France de batterie doit être inférieure à 10 gigawattheures. Si on prend la capacité de stockage avec le pompage-turbinage, on peut rajouter 80 gigawattheures. Le stockage total en gaz, en France, c'est 130 000 gigawattheures, 130 terawattheures, c'est-à-dire 1000 fois plus. Voilà. Donc on a une énergie qui coûte 10 fois moins cher à transporter et qui peut être stockée en quantité 1000 fois supérieure. Bon, ça c'était ma partie apologie du gaz. Et en même temps, il y a des gens qui veulent, alors je suis désolé, je vais le dire un peu, la peau du gaz. Enfin, je ne sais pas si on peut l'exprimer comme ça. C'est le cas aux Pays-Bas, puisque les Pays-Bas ont décidé de déconnecter l'ensemble des acteurs de consommateurs du gaz naturel d'ici 2030, qui pose un léger problème, comme vous l'imaginez, aux opérateurs gaz. On peut le dire jusqu'à un certain point, Edouard, alors ça va être peut-être délicat pour toi d'en parler, mais enfin, il y a aujourd'hui une PPE, ou en tout cas des projets en France qui parlent de diviser par 2 les volumes d'utilisation de gaz en France. Je pourrais aussi aller dans d'autres pays. J'étais récemment en Californie. La Californie a décidé de faire la peau au gaz aussi, alors pour des raisons partiellement politiques aussi, et parce que l'électrification et la digitalisation est quelque chose dont la Silicon Valley est particulièrement... Et donc, ce que nous allons essayer, ce que je vous propose dans cette table ronde, c'est d'essayer de discuter de je ne suis pas sûr qu'on va arriver avec des solutions, mais de discuter de ce paradoxe du gaz et de voir quelles sont les options, sachant que pour ce qui concerne la décarbonation, je vais reprendre un peu les termes qui ont été évoqués précédemment, notamment autour de la première table ronde, par notamment Paulo Frankel et Patrice Geoffron.
nous sommes dans une urgence climatique qui impose, je vais reprendre le chiffre que citait, je crois que c'était Paolo, moins 40%, on doit réduire nos émissions, nos consommations de gaz, de combustibles fossiles de 40% en Europe d'ici 2030, c'est-à-dire en fait demain matin. Comment est-ce qu'on peut faire tout ça? Et donc c'est tout l'enjeu, alors on peut appeler ça les gaz verts. Et donc moi ce que je voudrais d'abord, alors ce que je vous propose c'est d'abord qu'on ait un éclairage sur ce que c'est que le gaz tel qu'il est aujourd'hui et quel service il rend. Et je voudrais commencer par vous, Paolo, parce que le gaz en Italie, c'est encore plus important qu'en France. Il y a une histoire forte du gaz en Italie. Et vous avez été, il y a un demi-siècle, en pointe dans le déploiement des réseaux gaz avant beaucoup d'autres pays. Vous êtes aussi aujourd'hui en pointe dans les questions qui se posent sur notamment cette conversion du gaz vers cette transition énergétique. La décarbonation en fait partie. Il y a différentes options. On a entendu parler, d'ailleurs, Monsieur le ministre italien a parlé ce matin de l'hydrogène, dont on va reparler tout à l'heure, mais aussi des gaz verts. Quel est votre diagnostic sur l'avenir du gaz en Italie et comment vous voyez résoudre ou en tout cas adresser cette question de ce paradoxe gazier dont je viens de parler?